Messieurs, c'est l'événement à Lille, vous le savez, vendredi prochain, avec l'Hexagone MMA 27, une carte de dingue. Ce sera dès 20h30 sur AMC Sport 1. Vous pourrez suivre les préliminaires d'ailleurs sur Twitch avec toi, Sacha, ou pas? Ouais, tout à fait. On sera sur place, en bord de cage. Et je vous prépare quelques surprises. Chaque combat de la carte préliminaire va avoir un consultant différent. J'en dis pas plus. Comme tu avais fait finalement à Poitiers, à peu près. Bah, on ne change pas une recette qui fonctionne, non? On voit en tout cas sur la carte avec Mathieu Leto-Duclos qui va remettre en jeu sa ceinture chez les moins de 84. L'événement aussi, c'est la première en pro de Paul Dena. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un commentaire de chat, il est exceptionnel. Ouais. Commentaire, effectivement. Short siège de golf, pourquoi pas. Je le disais, on va commencer avec Paul Dena, donc, qui défie aussi pour son premier combat pro Sabir Talmoust. Il descend d'ailleurs, Paul Dena, chez les moins de 61, parce que lui, il commentait chez les moins de 66 jusque-là, en amateur. Ça aussi, ça va changer pour lui. 3 victoires de rang à l'Hexagone. C'est logique pour vous de le voir passer pro enfin? Je pense qu'il attendait de passer pro depuis quelques temps. Il a vraiment pris le temps de bien évoluer, de bien voir tout ce qu'il avait à voir en amateur, rentrer un peu dans tous les scénarios possibles pour lui, engendrer le maximum d'expérience avant de passer en pro. Et je pense que c'était le moment pour lui. Il avait plus rien à faire en amateur. Je pense qu'il était plus intéressé par tout ce qui est MMA League et IMAF. Donc c'est logique qu'il fasse ça et je trouve que c'est le bon moment pour lui. Bon, on va quand même rappeler qu'il y a certaines règles, peut-être Sacha, tu vas nous les rappeler d'ailleurs, qui vont changer pour lui du coup. Est-ce qu'il est prêt aussi à passer en 3 fois 5 minutes, à combattre sans protection, etc. Il y a beaucoup de choses aussi qui changent pour lui, Sacha. Il y a forcément beaucoup de questions en plus qui vont captiver tout le monde à suivre ce combat. Donc les différences majeures entre le pro et l'amateur, c'est la durée des rounds. On est toujours sur 3 rounds pour les combats classiques, mais cette fois-ci les rounds vont durer 5 minutes. Ça va être l'épaisseur des gants et on le voit bien sur les mains. Les gants de Paul en amateur sont un peu plus arrondis, sont un peu plus, on va dire, rembourrés à 8 oses, là où en pro ce sera 4 oses, donc beaucoup plus fin. On n'a pas le droit au coup de coude en amateur. On n'a pas le droit au coup de genou au visage. Il y a des protèges tibia aussi qui font partie de l'équipement réglementaire. Et ce qui est assez fou, c'est que Paul Dena avait réussi à mettre un KO sur un coup de pied avec un protège tibia. Et alors c'est vrai, il y a moins de cutting en amateur, tout simplement parce que la plupart des compétitions officielles se font sur plusieurs jours, en général un week-end, et c'est un mini-tournoi dans lequel tu enchaînes les combats. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a des combats amateurs qui se font dans des événements privés, où là, parfois, je pense qu'il y a du cutting. Maintenant, je ne peux pas le certifier, mais c'est moins répandu qu'en professionnel, où là, on cherche vraiment à avoir l'avantage physique idéal. Oui, parce que chez les amateurs, la pesée se fait le jour même, le matin, donc il n'y a pas le temps de vraiment récupérer, et c'est vraiment... dangereux pour la santé des combattants, ça peut toucher l'intégrité physique des combattants. C'est ça qui... Alors, la pesée se fait la veille chez les professionnels et ils ont au moins 36 heures pour se régénérer. C'est ça. Et puis c'est pour ça aussi qu'on voit Théo Ulrich, qui est l'exemple qui a été utilisé pour passer de l'amateur vers les pros. En amateur, il était en 77 kilos. Sa cible, c'est de combattre en 70, mais il est encore en train de s'adapter son corps. C'est des jeunes combattants, hein. Le corps, il évolue encore. Donc il fait des combats à 73, donc entre les deux catégories, pour s'habituer. Tu ne veux pas que ce soit trop violent d'entrée. Donc là, pour le coup, Paul, il va passer directement en 61 parce que l'écart de poids est plus faible qu'entre 77 et 70. Moins compliqué aussi pour lui. On se souvient de sa dernière victoire en date face à Alan Landouzi. Ça avait impressionné tout le monde d'ailleurs, mais il y avait quand même quelques lacunes dans ce combat qu'on va revoir, notamment son cardio, parce qu'on a vu quand il s'est retrouvé au sol, c'était assez compliqué pour lui. Il faut préciser qu'on recherche les défauts, donc on est pointilleux sur le mec qui est numéro 1 européen de sa catégorie. On va donner ses points forts après aussi. Non, mais effectivement, c'est vrai que sur le troisième round, et c'est même pas nous qui l'avons témoigné, c'est qu'on se rappelle que Paul avait croisé Saladin Parnasse sur place qui lui a dit « Troisième round, ton cardio, là, t'as pas le droit de faire ça ». Donc on a vu que sur la dernière minute, c'était un petit peu plus difficile et il a dû laisser passer l'orage. Maintenant, il faut aussi mettre à son crédit le fait que sur les 2 premiers rounds, il a été très, très, très actif. Va falloir faire attention parce que tu t'imagines, tu rajoutes 2 minutes à chacun des rounds en professionnel. Effectivement, si le cardio ne répond pas, ça peut être très compliqué. Après, moi, je pense que c'est pas vraiment une question de cardio. Cardio, c'est une question de gestion du cardio. Parce que là, c'était son plus gros combat avec le plus de hype, bien sûr. contre Alan Landouzi. Grosse adversité aussi. Exactement. C'est censé être le boss final, Landouzi, on va pas se mentir. Et peu de gens voyaient Paul gagnant. Tout le monde voyait Landouzi gagnant grâce à sa lutte, etc. Mais il a très bien géré sur les 2 premiers rounds, mais le dernier, je pense qu'il a eu une descente d'adrénaline. Parce qu'il était devant.
Et je pense que Là, ça ce qu'il a faut joué dire un peu. aussi Ouais. sur les images qu'on monte, c'est qu'on le disait tout à l'heure sur la différence entre pro et amateur, c'est que sur ces phases-là, il pourra prendre des coups de coude aussi quand Exactement. il sera au sol. Et ça, ce sera la grosse différence aussi pour lui. Après, moi, j'ai aussi envie de trouver une qualité là-dedans, mais bon, c'est peut-être parce que je suis un peu chauvin aussi. Mais je trouve qu'il sait bien gérer l'énergie parce que dans son fight précédent face à Jmel, il met une grosse dépense énergétique, mais finalement, avec le temps qui reste dans ce round-là et tout, il peut se permettre d'avoir accéléré, d'avoir tout vidé, de subir un petit peu. Il aura quand même gagné à la décision, Oui, tu voilà. vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, le cardio peut poser des questions, mais la façon finalement dont il l'a vidé, moi je l'ai trouvé quand même assez cohérente avec la physionomie du combat. Maintenant, en vrai, Florent, t'as tout dit. Tu peux pas laisser passer. Ça va être difficile de laisser passer une Ah oui. minute 30 d'orage si on rajoute des gros coups de coude. Alors, on a dit, voilà, on a Chico en commencé. plus, On a commencé par les points faibles, mais il y a évidemment des points forts dont tu as déjà parlé, en fait, Sacha, c'est ce côté très explosif aussi qu'a Paul Dena, surtout en début de combat, et ça lui permet aussi de faire des grosses amenées au sol, là, comme on le voit ici. Hein. Il va lutter le lutteur par excellence qui est Alan Landouzi, c'est sa spécialité. Il l'a pris dans son propre piège. Et regarde, non mais celui-là, il est Ce pro, exceptionnel. il est fort. Vraiment, la rapidité des appuis, et même quand on le regarde s'échauffer, je me rappelle d'avoir vu Paul s'échauffer dans la cage, il a des mouvements au sol et une mobilité complètement folle. Et c'est une très très grosse qualité, regarde comme il va se soulever là. Il est ultra explosif, il part de loin et explosif de tout le corps. Exactement, même physiquement, je trouve qu'il a beaucoup d'attributs. Il est épais pour son poids. ouais. Et Regarde, il a un timing. timing, un coup d'œil. Et du coup, grâce à cette explosivité que tu citais, bah, il a toujours un avantage par rapport à ses adversaires parce qu'il voit les trucs arriver avant, il explose, ça va vite. Et avec le bon timing, forcément, ça va faire plus de. Ça a plus de chances de réussir. Et en plus, contre Landouzi ne s'attendait pas du tout à ce que Paul shoot dès la première minute et essaie de l'emmener en lutte. Voilà. Donc il a toujours un petit truc à nous sortir de son gant. En fait. Moi, j'aime bien ce genre de combattant. Le mieux placé, ou pas d'ailleurs, mais pour parler de Paul Dena, c'est peut-être son adversaire, Sabir Talmoust, qui est lui sûr de ses forces pour faire tomber le Français. بونسوار ام سي معكم صابر تلموس مقاتل مغربي. بالنسبه لبول راه تيلعب مزيان ولكن راه ماشي شي حاجه اللي كتخلع، تيعرف يسترايكي، تيعرف يلعب الوصول، ولكن مازال ما طاحش مع المحارب الحقيقي اللي هو انا. وفاش غندخلوا الكيج راه غتسالي السوشيال ميديا، غيسالي كلشي، ديك الساعه غتبان الحقيقه. بالنسبه للفايت ان شاء الله كنوعدكم غادي يكون الحرب من طرف واحد اللي هو انايا. الحاجه اللي متاكد منها وتنوعدكم بها هو ما يخرجش كيف دخل. انا اصلا درت الام ام اي باش نتحارب وما تيهمنيش شنو غيطرا. وبالنسبه لبول يختار هو باش بغاني نساليه في الوصول في سترايكين، اي حاجه بغانا معاه. Très sûr de lui. Très très sûr de lui, il n'a pas eu que des mots faciles envers Paul parce que la traduction était On a été gentil sur la trad, c'est ça? On fait une trad édulcorée, c'est le MMA good vibes quand même. En gros, ce qu'il dit, c'est voilà, Paul, c'est beaucoup de hype sur les réseaux, etc. Mais il n'a jamais affronté un vrai guerrier, parce que lui, il utilise le mot guerrier pour se décrire. Il ne dit pas combattant. Il dit qu'il n'a jamais affronté des mecs de cet acabit-là et qu'il laisse à Paul le choix de comment se faire finir. Donc, il a dit, je laisse Paul choisir s'il veut se faire finir en striking ou au sol. Bon, donc, j'ai hâte de voir ce que... Ouais, et très calme, très stoïque en disant c'est ça. vrai qu'il y a une certaine froideur, Ouais. mais Donc, voilà. j'ai hâte de voir ça. Ça me hype encore plus, là. J'ai hâte de voir ça. Autre première en pro qu'on suivra sur cet hexagone à Lille vendredi prochain, c'est celle de Samba Sima face à Cléler Sandoval, le Vénézuélien. Sima qui, pour le coup, lui, combattra chez les moins de 57 kilos du coup. Il est prêt aussi, selon vous, à passer pro ? Je pense que c'est celui qui est le plus près dans tous les amateurs de cette génération, je veux dire. Exceptionnel en striking, je trouve qu'il est explosif, il a un coup d'œil, il a des placements, un jeu de jambes, les kicks qu'il envoie sont très très forts, il a une bonne défense de lutte, très calme, il se prépare vraiment sérieusement et on se dit qu'il vient d'un club associatif, ça rend encore l'exploit encore plus fort, donc gros big up au Fighting Beat et à ses entraîneurs. Et Samba, franchement, c'est celui qui me hype le plus, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Samba, moi je pense qu'il a le potentiel d'une superstar. En fait, ce qui est dingue, c'est que j'ai jamais vu un combattant aussi contrasté de ma vie. C'est le mec le plus sympathique, doux, rigolo, adorable que tu peux avoir en dehors de la cage. Mais l'attitude qu'il a dans cette cage, une fois qu'il me fait penser à Michael Venom Page, MVP. Exactement. Il a les mains basses, il provoque, il recule comme ça, il envoie des coups de pied dans tous les sens. Enfin,
il est ultra spectaculaire et vraiment tout se passe dans la cage et c'est assez dingue. Il renvoie les très très bonnes valeurs du sport et effectivement je pense que c'est l'un de ceux qui est le plus prêt. Il y a un vrai projet je pense autour de lui, notamment avec sa salle parce que je pense qu'il va attirer encore plein de gens dans cette salle du Fighting Beat avec Alexila. C'est sûr. Et Samba Sima, il y a une vraie expérience quand il rentre dans la cage. Franchement moi la première fois que j'ai vu j'ai été estomaqué et je me suis dit j'ai juste hâte qu'il passe pro parce qu'un mec qui va faire découvrir le MMA en combattant comme ça et sans doute en ramenant des victoires, je pense que tout le public va être subjugué. Et on a vraiment hâte de voir. Et en plus, il prend un adversaire qui n'est pas si facile que ça, je pense, sur le papier. On va en parler justement, on va détailler tout ça parce que peut-être pour ceux qui ne connaissent pas aussi Samba Sima, on va vous le faire découvrir, vous montrer un petit peu ses points forts et ses points faibles à lui aussi. Mais Sacha, on va commencer par ses points forts parce que je sais que tu préfères attaquer gentiment plutôt que... voilà, mais en même temps, tu l'as dit, Jalito, c'est l'une de ses forces, c'est évidemment son striking, clairement la précision aussi de ses coups, c'est clairement l'un de ses points forts. Ouais, c'est qu'il part dans tous les sens avec tout ce qu'il peut, les poings, les pieds. Il aura encore plus de liberté en pro au niveau de son striking avec les coups de genou à la tête. Il est quand même assez longiligne pour cette catégorie-là, donc il maîtrise très bien à distance. On voit l'utilisation de son bras avant, et là regarde la vitesse avec laquelle ça part. Il est à l'aise en fait dans cette attitude-là. Franchement, c'est assez dingue. Et effectivement, que des gants plus fins, sans protège tibia, on peut s'attendre à quelqu'un qui finit énormément de combats parce que dans les compétitions amateurs, il a fini énormément de gens. En fait, il met des KO Samba avec tous ses gants rembourrés, avec tous ses protèges tibia, il y arrive quand même. Donc vraiment striker plus. En plus, ce qui fait vraiment la différence avec des autres, c'est qu'il est fort dans les deux stances, c'est-à-dire dans les deux gardes, en droitier et en gaucher, et il mixe bien. C'est-à-dire si tu mets une jambe arrière, un front kick, il va laisser sa jambe droite devant et rester en gaucher. Donc ça lui donne tellement de possibilités. C'est niveau Adesanya, etc. C'est eux qui maîtrisent ça. Donc avoir un jeune amateur qui va passer en pro, qui est déjà dans la maîtrise de cet aspect du jeu, c'est vraiment un plus. Et surtout avec un mec qui finit ses combats dans des catégories qui, en 57 kilos, ça va être incroyable. Et en plus, un mec qui a pris des profils d'adversaires très différents. Il y a eu des strikers, beaucoup de lutteurs. Du coup, il s'est beaucoup testé justement dans cet exercice. Souvent, on dit que les strikers, ils sont pas bons en lutte. Je vous laisse regarder Samba Sima. Justement, parce que tu l'as évoqué aussi, Jalito, autre point fort, c'est justement cette défense de lutte qu'il a. Il est ultra solide aussi sur ses appuis, sur les amener au sol. Il faut y arriver pour le faire tomber quand même. Parce que même quand tu essaies de le ramener, tu vas te manger des genoux, tu vas te manger des coups en plus. Quand il se met contre la cage, il est très stable, il est très fort au niveau du bassin et c'est vraiment un chantier pour essayer de le décoller de la cage et de le ramener au sol. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, mais j'ai vu des mecs à l'entraînement, parce que j'ai fait une immersion avec lui, des mecs avec 20 kilos de plus, essayer, travailler, de le décoller de la cage, ils n'y arrivaient pas. Pour l'anecdote, on avait fait une interview dans le studio Twitch là-bas. Moi-même, qui dois faire peut-être 20 kilos de plus que lui, j'ai essayé à une jambe de le prendre. C'est impossible. Il a un équilibre de fou, il s'appuie sur toi. Et tu vois que techniquement, en fait, c'est vraiment millimétré. Et il y a cette maîtrise de son corps et de son morphotype, en fait, qui est assez long, qui est juste excellente. Et très impressionnant. Alors là, vous me décrivez presque le combattant parfait dans tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure. On y est presque. Petit point faible quand même, puisqu'on parlait de son côté striker. Malgré tout, on a parlé de sa défense en lutte. Côté attaque, en lui, c'est peut-être là où il a le plus de progrès à faire. C'est le seul endroit où on l'a vu perdre des combats, si je dois être honnête avec vous. Les défaites qu'on peut noter de Samba Sima, c'est souvent à des échelles européennes ou mondiales, et c'est face à des purs lutteurs. Et en fait, les lutteurs anéantissent son jeu parce qu'ils l'empêchent de s'exprimer. Ils lui bloquent les bras, ils lui bloquent les jambes. Il ne peut pas faire grand-chose. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas vu aller dans cet exercice pour leur empêcher de faire pareil. C'est ce qui lui a fait défaut. Donc c'est pas on peut le voir aussi dans cet extrait. Il y a parfois des lutteurs qui auraient gardé la position pour travailler un étranglement, typiquement là-dessus ou quoi. C'est pas forcément ce qu'il va faire. Lui va préférer repartir debout souvent, créer de la distance, surtout supprimer le danger de la lutte. Et après repartir debout. Je suis d'accord avec toi. Après, en vrai, c'est un défaut juste parce qu'il faut trouver un défaut. Oui. Il y a des combattants qui n'ont pas de lutte offensive et qui sont arrivés jusqu'au sommet dans les plus grandes organisations. Je pense que c'est un aspect qui doit travailler parce que des fois, quand on est un peu touché ou quoi, essayer de lutter offensivement pour se protéger, c'est vrai que là, il aurait pu aller mettre les crochets, aller chercher les contrôles. Mais il s'en sert jamais de manière très offensive. Après, déjà, le contrôler. Je pense que c'est 80% du job qui est fait. Là, on est hyper exigeant quand on dit maintenant, il faut attaquer en lutte.
Mais après, on se doit d'être exigeant et un peu Ouais, c'est objectif vrai. aussi, tu vois. Ça va le pousser aussi à s'améliorer. Vous le verrez en tout cas à l'Hexagone MMA 27, ce sera vendredi prochain. Les rendez-vous, c'est 19h sur la chaîne Twitch d'RMC Sport, donc avec Sacha en direct de Lille et des invités pour commenter la carte préliminaire. Et puis 20h30, ce sera sur RMC Sport 1 pour suivre toute la carte principale. Donc voici le programme. Des beaux fights, hein. Il Franchement, reste ouais. encore Alan Landouzi qui sera là dans sa région Ouais. à domicile. Brandon Brachet qui est un prospect du Nord très très bon face à Koba Kidze qui est un des prospects de l'US Metro qui est très bon aussi. Ouais, il était au COF Ouais. avant, il avait des. Il a pris la des- ceinture, hein. C'est vrai, il était champion au COF. Et franchement, la carte, elle a l'air Elle est incroyable. Et puis après, vous enchaînez le week-end, samedi soir, l'UFC. Qui Eh ouais. sera à Kansas City pour une nouvelle Fight Night avec en main event chez les moins de 77 entre Yann Machado Gary et Carlos Prates, le 7e face au 13e de la KT. Alors rappelez-vous, pour ceux qui ne se souviennent pas, Yann Gary, c'est celui qui se revendiquait comme le futur Conor McGregor à l'époque, lui qui est irlandais aussi. Tout le monde l'a détesté d'ailleurs au début, maintenant ça a complètement changé. Pourquoi ? Peut-être aussi tout simplement parce qu'il a accepté à peu près tous les combats qu'on lui a proposés finalement, sans jamais dire non. Il a pris des short notice parfois vraiment très compliqués, comme face à Buckley, que personne ne voulait affronter. Lui, il a dit oui. Alors finalement, le combat s'est pas fait, mais il avait quand même accepté. Il a pris Shavkat Rakhmonov, d'ailleurs 21 jours avant le combat. Et il est loin d'avoir été ridicule, justement, on va le voir aussi tout à l'heure. Et puis là, donc, Prates, en short notice aussi, à 25 jours du combat. C'est quoi ? C'est de l'inconscience ou c'est un mec qui n'a pas peur ? C'est un mec qui a envie de progresser ? C'est le méchant du film. Ça veut dire que ce qu'on pense de lui, tout ce qui se passe, on l'a traité de fragile avec sa femme, il s'en fout. Moi, je suis fragile, ok, je vais prendre les mecs les plus dangereux de la catégorie. C'est vrai, il y a un contraste. Et je vais vous faire douter, en fait. Concrètement, l'histoire, c'est que tout le monde le déteste parce qu'il y a plein d'histoires extrasportives autour de lui, de sa femme, etc., etc. Bon, on va passer les détails. Quand on est dans la cage, Yann Gary, c'est parmi ce qui se fait de mieux, en fait, dans cette c'est catégorie de 77 kilos. Ce qui est assez dingue, c'est qu'il prend Shavkat Rakhmonov, il perd, mais en sortie de ce combat, tout le monde doute maintenant de Rakhmonov. Et tout le monde est assez sûr que Gary peut faire déjouer n'importe qui. On va peut-être revoir justement les images de ce combat face à Shavkat, parce que tu le disais, en fait, il a marqué aussi, il a perdu ce combat, mais il a quand même marqué les esprits parce que déjà peut-être qu'on l'attendait pas à ce niveau-là, et parce qu'il a réussi aussi à le gêner et surtout à prendre son dos, en fait, ce que personne n'avait réussi à faire jusque-là. Et c'est surtout, Shavkat avait fini tous ses adversaires avant Yann Gary. Yann Gary est le seul mec à avoir résisté à la tempête Shavkat et à le mettre dans une position qu'on n'a jamais vue. Et là, il est pas loin de lui faire très très mal à Rakhmonov. Moi, je pense qu'il a éteint le mythe du Kazakh pour être vraiment très dur. D'ailleurs, je pense que tu as vu cette partie du combat, il y a cette image, il l'a encadré, il l'a laissé chez lui. Yann Gary, c'est vrai, il a dit que c'est son plus gros regret. Il regarde ça tout le temps pour se rappeler que. Comment j'aurais pu faire Voilà, exactement. pour C'est une finir. motivation pour réaffronter Shavkat et gagner contre lui. Et c'est un vrai passionné de MMA parce que quand tu le vois à la sortie de ce moment-là, je sais plus si c'est à quel combattant brésilien qui va voir. Il dit, je crois que c'est Burns. Il va voir, il fait, mais toi, comment tu les fais tes étranglements ? Il dit, parce qu'à un moment, j'étais comme ça, j'ai pas vraiment Ça réussi. lui est Il dit, resté en oui. tête, quoi. Ouais, tu vois, tu sens qu'il est vraiment à fond dans son projet. Effectivement, l'image, elle va cliver. Par contre, le combattant, c'est un peu une kryptonite pour tout le monde. Je pense qu'il est en capacité d'embêter n'importe quel combattant de la catégorie. Shavkat Rakhmonov, c'était un gros défi et je pense que ça lui donne la température un peu du top 5 et du haut niveau, voire de la ceinture. Ça m'étonnerait même pas qu'il finisse champion de cette catégorie, pour être très honnête. C'est vrai parce qu'il est jeune, il a 28 ans. Après, tout à l'heure, comme on a souligné, c'est qu'il prend beaucoup de combats en short notice, mais en fait, c'est parce qu'il n'est pas très très lourd. Et je pense que hors camp, il a 5 kilos de plus que, Et donc, il peut que dans la vite cage. les perdre et- Exactement. Et il s'entraîne toute l'année. Et il avait une mauvaise image avant parce que dès qu'il arrivait, il savait que ça allait être une star. Donc il y avait toujours une équipe de tournage avec lui, etc. Et dans des gyms, c'est pas passé. Notamment chez Léon Edwards l'a viré. Voilà, pour Léon ça. Edwards l'a viré, etc. Au Kill Cliff aussi, il a eu entre guillemets, des petits soucis C'est ça, en d'encadrement. fait. Il s'est entraîné dans la même salle que Shavkat. Shavkat. C'est pas très bien vu de s'entraîner dans la même salle que son coéquipier. En général, il y a un choix à faire et Voilà. le plus ancien reste à la salle et l'autre va choisir un autre camp. C'est ce qui s'est passé. Il y a encore 3 milliards d'histoires parce qu'il est aussi Oui, assez voilà, provoquant. ça c'est pour expliquer un peu le côté pourquoi les Pourquoi gens on l'aimaient pas. déteste. Et aussi, il y avait un truc aussi pendant ces combats, c'est que lui, c'est un mec qui sait gagner, mais qui sait gagner pas à n'importe quel prix. Genre, il va pas essayer de finir un combat quand il sait qu'il a pris 2 rounds.
Je sais pas si Ouais, vous voyez ce que il je est veux dire. stratégique, mais on Très va le stratégique. voir justement dans les points forts et les points faibles aussi des deux tout à l'heure. Mais on va parler aussi rapidement de son adversaire qu'il a pris donc en short notice, Carlos Prates, fameux membre des Fighting Nerds, qui sont d'ailleurs chez les hommes toujours invaincus à l'UFC. Prates, lui, il est en 4-0, à chaque fois des victoires avant la limite. On est clairement sur un homme très dangereux, là, pour le coup. Très dangereux, qui était dangereux déjà en Muay Thai, qui va continuer à être dangereux en MMA, avec quelques défauts, quelques qualités, mais voilà, moi je suis un fan de Prates, j'aime bien son style de combat. Je l'ai découvert au Dana White Contender Series comme à peu près tout le monde. À la fin du combat, Dana White, comment il le décrit, il me dit, il me fait penser à un jeune Anderson Silva. Ouais. C'est vraiment pas rien venant de la bouche du patron. Donc voilà, je suis toujours hypé. Par contre, vraiment, honnêtement, si je dois donner un pronostic, et je pense que, je sais pas si t'as le même que moi, mais je pense que Yann Gary va gagner ce combat. Ok. Malheureusement pour moi, en tant que fan de Prates, parce que comme j'ai dit, Yann Gary sait gagner des combats, et il n'hésite pas à rendre un combat chiant pour le gagner. Ouais, c'est la grosse différence entre les deux. Après, le truc, c'est que si Prates passe Gary, c'est que déjà, tu as un mec qui met des KO de ouf dans cette catégorie, et c'est pas ce qui prédomine. Il a un personnage exceptionnel, parce qu'on y reviendra, mais il y a tout un truc qui entoure Carlos Prates dans son mode de vie qui est très Muay Thai, mais très Muay Thai à la thaïlandaise. quoi. Tu sais quoi, regarde, tu le dis, c'est un combattant qui est totalement à part, notamment dans sa préparation aussi avant un combat. C'est notre consultant Taylor Lapillus qui a partagé une Fight Week avec lui et qui nous raconte. Carlos Prates, on l'avait vraiment remarqué à Louisville lorsqu'on l'a découvert en train de fumer sa clope juste après la pesée. D'ailleurs, il a joué là-dessus parce qu'après son dernier combat à la conférence de presse, c'est ce qu'il a demandé. Il venait à peine de sortir de la cage pour faire l'interview avec les reporters. Et la première chose qu'il demande, c'est est-ce que quelqu'un aurait une clope à me dépanner? Bon, maintenant, on connaît dans l'histoire des grands sportifs qui fumaient régulièrement. Ça ne les a pas empêchés de performer au plus haut niveau. Mais bon, c'est des cas exceptionnels malgré tout. Oui, ça reste des cas exceptionnels. C'est-à-dire que le sportif de base ne fume pas de cigarette, quoi. Et lui, mais c'est pas tant juste la cigarette moi, qui m'avait interpellé, c'était le combo. Timing aussi. Le combo cigarette-café. Café-clope. Et le timing. Et le timing, voilà. C'est-à-dire qu'à l'heure où on buvait tous des boissons de récupération, lui était au café et à la cigarette. Donc c'est vrai que c'était assez. Mais j'avais pas été seul à interpeller d'ailleurs. Donc, Qui fait ça en même temps? Skarbowski. C'est comme ça qu'il avait choqué l'UFC à l'époque d'Ultimate Fighter. C'est ces combattants en fait qui sont éduqués à la thaïlandaise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Thaïlande, dans les gros camps d'entraînement, les mecs ils fument et ils boivent. Donc ils ont répliqué un petit peu ça. Et après, physiquement, ça les impacte pas tant que ça. Donc c'est respectable. Et à chaque fois, on se demande jusqu'où ça peut aller. Et jusqu'à quand tu peux te permettre de faire ça aussi? Ouais, voilà, après lui, il a dit qu'il commençait à réguler un peu ça. Bon, on connaît les fumeurs. Il a dit, ouais, je fume quand je suis en camp d'entraînement, c'est entre 10 et 15 cigarettes par jour. Ah oui, ouais. Énorme. Bon, t'imagines ce qui se passe en dehors du camp. Après, il y en a qui disent que le corps s'habitue et tout. Et que en fait, son cardio lui a jamais fait défaut jusqu'à présent. Début de carrière, oui. Depuis, on va dire, l'UFC, c'est jamais arrivé. Et il finit tout le monde très tôt. Mais ça enrichit le personnage de cette catégorie et c'est pas méchant, elle est hyper fade. Il n'y a pas de gros personnage dans cette catégorie. Shafkat était le gros personnage que tout le monde voyait comme le chasseur nomade qui parle pas. Malheureusement, Yann Gary a pété le mythe un petit peu, donc il reste pas grand-chose à manger pour se hyper en fait chez les 67 kilos, alors que c'est une caté légendaire. Hein. C'est Georges Saint-Pierre, c'est Kamaru Usman, c'est quand même une des catés qui normalement faisait partie de celles où tout le monde voulait voir ce qui se passait. Prates, moi je trouve qu'il ramène ça. Donc s'il arrive vraiment à passer Gary, moi je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Juste pour revenir à un truc, les cigarettes, c'est même pas le pire de ce qu'il fait. Il consomme beaucoup d'alcool aussi. Il n'y a pas que... Ouais, et du coup, et lui, il a déclaré que c'est pas grave. Il peut se passer des cigarettes et de l'alcool. Le plus dur pour lui, c'est de pas faire la fête pendant ses camps d'entraînement. Ah oui, c'est un naturel. Donc c'est un vrai Brésilien, en fait. C'est un vrai Brésilien qui est parti vivre je sais pas combien de temps en Thaïlande.
Et en tout cas, je suis ravi de le voir. Moi, Ouais, mais c'est- on a déjà super bien vendu ce combat juste sur la personnalité déjà des deux combattants. On va rapidement faire quand même les points forts des deux côtés parce que ça peut nous vendre Ouais. encore plus les choses. On va commencer par Gary, Sacha, parce que il y a ce côté fight IQ dont on a parlé, dont on parle souvent. D'ailleurs, cette intelligence aussi de combat et un côté tacticien, ça peut lui être reproché, comme tu dis, parce que du coup, il contrôle aussi le combat comme il a envie. S'il sent qu'il est en train de gagner, il va pas forcer pour essayer de faire un finish, ce que Prates, lui, pour le coup, fait complètement. Lui, il va chercher autre chose, Sacha. Ouais, il a une approche de combat de vétéran, très mature, il décode tout, c'est un maître de la distance. Il va pas frapper toujours pour faire très mal ou quoi, mais pour scorer ses points. Et on voit, regarde, il a pris Rakhmonov et MVP. MVP, je pense qu'en termes de gestion de distance, Ouais. c'est parmi ce qui se fait de mieux de tous les temps. Hein, vraiment, Clairement. il était en galère face à Yann Gary. Donc il faut mettre beaucoup de respect sur lui. Voilà, il se sort des prises de dos de Shavkat. Il s'en fout du spectacle. Et ce qui est bien, c'est qu'il est opportuniste. Dès qu'il y a quelque chose qui se présente à lui, il va essayer de le saisir. Et c'est là où il va essayer de finir. Il ne va pas se jeter dans un truc un peu bête pour finir à tout prix. Et il n'hésite pas à tuer un combat, en fait. Il Ouais. n'hésite pas à tuer un combat. C'est un peu, on va dire, l'Atlético Madrid du MMA pour ceux qui ont la C'est ref. chiant à jouer, quoi. C'est Ah dur ouais. de gagner Ouais. contre une équipe comme ça, en fait. Parce Voilà, que, gratter. voilà, Ouais. s'ils te mettent un but, ils te mettent le but, et puis c'est fini. après, c'est Et ben terminé. lui, c'est à peu C'est près ça. pareil. Et un mot de Prates aussi pour le coup, parce que là on est à l'inverse, parce que lui chaque coup peut être le dernier, il cherche toujours justement ce chaos-là, mais il y a aussi, ça peut en devenir son point faible, parce que lui, il n'a jamais été au-delà de 9 minutes de combat, je crois que c'est quelque chose comme ça. Là, il va faire un 5x5 du coup pour la première fois aussi de sa vie avec ce main event. Est-ce qu'il va pouvoir tenir, lui qui cherche justement l'explosivité comme ça tout le temps? Bah, c'est la question. La grosse force de Prates, c'est que c'est un petit peu un prédateur. Regarde, il va te pousser dans le coin de la cage. Il va te traquer, te cadrer, comme lâche on plus, dit. quoi. Et une fois qu'il est à bonne distance, en fait, il va t'allumer jusqu'à ce que tu tombes. C'est ce qui s'est passé avec Neil Magny, qu'on a pris beaucoup, hein, et qui a essayé de répondre à chaque fois. Et il est toujours dans la bonne distance, Prates. Donc il peut prendre quelques coups, quelques défenses, tu vois, comme là-dessus. Et il a une allonge aussi qui lui permet Ouais. de faire ça. Et sa boxe, hein, c'est sa boxe, sa grosse qualité. Il a moins de Exactement. kick, moins de kick, etc. Mais vraiment, ce qu'il fait avec ses mains, c'est très dur. Regarde, c'est un bon striker face à lui, hein, C'est Jim un Young. excellent. En fait, l'avantage qu'il a, c'est que c'est un gaucher, mais Yann Gary est gaucher aussi. Donc là, c'est différent parce que l'avantage des gauchers, c'est qu'ils affrontent le plus souvent des droitiers. Donc forcément, ils ont ce petit avantage sur le côté ouvert. Là, c'est deux gauchers, forcément, il y a l'effet miroir. Ça fasse ça, oui. Ce qui est assez dingue, c'est que, tu l'as dit, ces combats, ils sont très courts, mais pour autant, ils ne se précipitent pas Jamais. plus que ça. C'est-à-dire qu'ils ne se jettent pas tête baissée pour faire du n'importe quoi. Il va laisser, et c'est ça que je trouve très dingue, c'est que c'est lui qui il fait l'initiative. L'autre va essayer de dire, oh là, je suis contre la cage, je suis pas bien, je vais essayer de répondre. Il va le laisser répondre dans le vide, remettre encore. Enfin, tu vois, C'est ça. il y a vraiment une... Cette approche, elle est stratégique. C'est de la stratégie, on va dire, basique, mais elle est tellement bien exécutée de la part de Prates que tu sais pas. Parfois, Daniel Warren, il disait, avec des choses basiques, tu peux aller très très loin si tu les maîtrises. Moi, j'ai envie de croire en cette magie de Prates. Non, mais c'est clair. En plus, là, il a dit que pour l'instant, il se prenait même pas encore au sérieux dans cette division. Prates, il a dit, je manque de puissance physique par rapport aux autres, etc. Ouais, je suis pas encore au top. Là. Donc voilà, je crois qu'il cut pas beaucoup. Il est pas, en fait, il est gros, il a une longue allonge, mais tu vois comment il est fin. Et il est naturel. Pour l'instant, il Ouais. n'a pas connu la difficulté de sa vie. Je pense que c'était au début de carrière. Là, l'UFC, il ne l'a pas encore rencontré. Donc, je pense qu'il va essayer de se mesurer à chaque fois. C'est vrai que il n'y a pas meilleur curseur, je pense, que Yann Gary dans cette catégorie. Donc, ouais, j'ai Oh hâte. non, ouais, on est impatient du coup de voir ce Ouais, main. voilà. Et- Non, mais c'est ouf. Prates, il était censé être sur l'UFC 314. On a été là obligé de déplacer un peu le combat. Donc il a les joueurs d'une visibilité de ouf. Mais là, lui mettre Gary en main event, ça va être exceptionnel aussi. Il faut pas le rater. C'est pas parce que c'est un fight night ou quoi qu'il faut le rater. Ouais, et là pour le coup, il faut être au rendez-vous. Ce sera évidemment sur RMC Sport 1 dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Quel week-end de MMA encore on va vivre le week-end prochain. Gros débrief à venir du J'ai coup hâte. dans le Fighter Club Sunday dans la foulée. Merci beaucoup messieurs. Bah, de rien, tout le plaisir était pour moi. Ça Merci, c'était génial. J'essaie de m'habituer à cette place et à cette chaleur Quoi, t'es pas incroyable. bien ici? C'est quoi? Mais non, mais c'est parce que vous m'avez fait un accueil si chaleureux que parfois, forcément, il faut que ça ressorte. Mais avec plaisir Sacha. Et ben à dimanche prochain, tu seras là du coup, tu vas revenir. Bah, j'espère bien, ouais. Sauf si tu me fous dehors. Non, Avec plaisir. Bon les amis, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. On se retrouvera évidemment à dimanche prochain à 22h30 sur RMC Sport 1.